Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle, grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle et à l'occasion d'ateliers et de conférences. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anthony Fardet. Anthony est ingénieur en agroalimentaire, docteur en nutrition humaine et chargé de recherche à l'INRAE. Il travaille sur les moyens de proposer une alimentation préventive en termes de santé de long terme, avec une approche scientifique de la question. Il apporte notamment une vision critique de l'alimentation transformée et ultra-transformée, en expliquant de manière passionnante et détaillée quels sont les impacts négatifs qu'elles entraînent pour nous, consommatrices et consommateurs. Bonjour Anthony. Oui, salut Anthony. Bienvenue sur le podcast La Santé par Nature. Alors, tu es spécialiste en nutrition préventive et auteur du livre Pourquoi tout compliqué, bien manger est si simple, aux éditions Thierry Soucard. Oui. Est-ce que tu auras envie de nous parler succinctement de ton parcours et comment tu en es arrivé à t'intéresser au sujet qui t'anime aujourd'hui? Alors, mon parcours, ça fait 28 ans à peu près 28 ans que je fais de la recherche publique à l'interface alimentation-santé. Je me définis comme un chercheur en alimentation préventive, c'est-à-dire vivre longtemps en bonne santé, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir, durable, donc compatible avec la planète, l'approche One Health, une seule santé, et puis holistique, qui est le mot-clé de mes travaux en 2011, depuis 2011. Donc en fait, j'ai à peu près 3 périodes dans mon parcours. Alors, j'ai une formation ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech, un doctorat en nutrition humaine très, très spécialisé, aspects moléculaires et cellulaires de l'Université d'Aix-Marseille. Et puis après, j'ai fait 28 ans de recherche. Alors, le fil rouge de mes recherches a toujours été le lien entre la transformation des aliments, l'effet matrice, on pourrait y revenir, et le potentiel santé de l'aliment. Voilà, ça c'est vraiment le fil rouge. Mais j'ai 3 grandes périodes en tant que chercheur. J'ai travaillé d'abord une première partie jusqu'en 2011, c'est-à-dire une quinzaine d'années, sur le potentiel santé des produits céréaliers, donc avec l'angle de l'effet matrice, à la fois chez l'animal, chez l'homme et in vitro, selon une recherche de laboratoire assez classique qu'on appelle hypothético-déductive et réductionniste, c'est-à-dire on pose une hypothèse et on travaille en laboratoire et on déduit, voilà. Mais c'est réductionniste parce que c'est dans des conditions souvent contrôlées, voilà. Et puis en 2011, j'ai tout remis à plat, j'ai changé d'orientation. Et donc, je suis rentré dans la deuxième période de mes activités de recherche. Et en fait, la question que je m'étais posée, c'est pourquoi, malgré la somme de résultats scientifiques publiés, malgré le fait qu'on ait l'impression de savoir ce qu'il faut faire pour bien manger, je me suis demandé, alors, avec toutes les recommandations par pays, tout ça, pourquoi les maladies chroniques continuaient à augmenter. Donc, c'est la question centrale que je me suis posée. Et là, à force de chercher, on finit par trouver. Et donc, pour moi, le déclic, ça a été de m'apercevoir que en Occident, et depuis le début des recherches en nutrition, on avait appliqué un logiciel scientifique qui s'appelle le réductionnisme, qui est utile en soi, mais qui a été poussé à l'extrême pour devenir ce que j'appelle moi de l'ultra-réductionniste, c'est-à-dire, en fait, réduire l'aliment à une somme de nutriments, pour faire simple. L'aliment n'est qu'une somme de nutriments. Et en lisant plusieurs ouvrages scientifiques de chercheurs dans le monde et puis des articles scientifiques, j'ai compris qu'en fait, les sciences alimentaires et nutritionnelles, et même les sciences de la vie en général, sont d'abord des sciences holistiques par essence. C'est là que je me suis un peu éveillé, même beaucoup éveillé à l'approche holistique de l'alimentation. Donc, j'ai fait un peu un coming out philosophique et méthodologique en sciences. Et à partir de là, j'ai revisité toute la chaîne agroalimentaire avec cette nouvelle approche scientifique, alors qu'on qualifie d'empirico-inductive et holistique. Pourquoi empirico-inductive? Parce qu'on collecte des données, ça peut être des données de la littérature, dans le réel, sur le terrain, et à partir de ces données, on recherche les liens entre les données pour élaborer ce qu'on appelle des nouvelles théories, concepts, paradigmes unificatrices, on dit, unifying concept, ou holistiques. Donc, c'est ce que je fais depuis 2011, ce qui va donner tous les concepts dont on aura peut-être l'occasion de parler, qu'on a élaborés avec cette approche empirico-inductive et holistique, ou unificatrice.
Donc, le mot-clé de l'approche holistique, c'est le lien, en fait, hein. On recherche, quelque part, j'ai essayé de rechercher les liens perdus entre les données scientifiques pour essayer de créer des concepts cohérents, d'accord avec le réel, et qui puissent être utiles à la société et impactants. Voilà. Et puis, depuis 2022, euh, bon, je garde toujours cette approche, mais c'est vrai que maintenant, ma préoccupation, c'est comment changer le réel à partir de ces théories unificatrices. Et donc, j'ai basculé dans la recherche-action participative sur le terrain avec un projet européen Planète où on travaille sur le comportement alimentaire des enfants de 6 à 15 ans dans notre région, dans notre projet alimentaire territorial, Grand Clermont, Livradois-Forez, et près de 350 enfants. Donc, voilà, on essaye de porter sur le terrain nos concepts comme la règle des 4 V, l'ultra-transformation, enfin, etc. Euh, et donc, la recherche-action participative, on utilise la méthodologie du laboratoire vivant, qui est une méthodologie holistique. En quoi elle est holistique? Bah, parce que là, on contrôle plus rien, contrairement au laboratoire. Donc, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on observe les gens dans la vraie vie, dans leur multidimensionnalité, avec tous les acteurs qui peuvent les influencer, les facteurs, les leviers, les facilitateurs. Et on collecte des données avec des non-chercheurs qui nous aident à collecter des données, ce qu'on appelle des parties prenantes du laboratoire vivant. Donc, ça peut être des professionnels de santé, de l'éducation, les familles, les parents, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les élus, les représentants publics, les acteurs de la chaîne agroalimentaire et des chercheurs locaux, parce que bah, par définition, quand on est holistique transversal, on ne peut pas être spécialiste en tout, donc on a besoin de travailler avec des chercheurs d'horizons variés, donc en géographie, en sociologie, en territoire. Et donc là, je suis dans une troisième phase où comment impacter le réel, parce que au final, c'est bien ce qu'on veut, c'est changer le réel et c'est vraiment le plus difficile en fait, hein, c'est plus Mm. difficile que d'élaborer des théories quelque part, hein, entre guillemets. C'est clair. Ok, Donc génial. voilà. Et puis après, bah, effectivement, je fais pas mal de communication pour essayer de sensibiliser le grand public avec tous ces travaux. Je fais de l'expertise, de la formation, des cours, etc. Super. Alors, il y a beaucoup de courants nutritionnistes qui raisonnent uniquement en termes de quantité de nutriments ou de nature de Mhm. nutriments, quelle que soit leur forme. Par exemple, on va prescrire des compléments de multivitamines et on va se dire le job est fait puisqu'on apporte au corps la quantité de vitamines dont il a besoin. Pourquoi Mhm. est-ce que, selon toi, c'est pas une approche correcte de la nutrition? Bah, en fait, alors moi, je suis chercheur en alimentation préventive, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens en bonne santé et qu'ils le soient le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, ce qui nous a amené à élaborer la règle des 4 V pour des règles génériques et universelles pour un régime, le meilleur régime préventif qui soit. Donc, si on a un régime correct en préventif, on n'a pas besoin a priori de compléments, avec quelques exceptions comme la déficience en vitamine D en Europe qui touche beaucoup d'Européens parce que les gens, bah, ils vont moins au soleil, ils travaillent plus dans les bureaux et voilà. Et après, il y a le curatif, mais là, c'est les médecins ou les médecins chercheurs. Il y a un médecin chercheur dans mon laboratoire. Donc, il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire qu'en curatif, prescrire des compléments, oui, si quelqu'un a une carence sévère, évidemment, une déficience, ça peut être les femmes enceintes, les femmes avec leurs règles, les problèmes de fer. Ça peut être des déficiences en vitamine D importantes. Ça peut être quelqu'un qui est végétalien et qui doit surveiller sa vitamine B12. Donc là, en curatif, l'approche par complément est évidemment utile et l'approche réductionniste se justifie davantage puisqu'il manque un minéral, une vitamine ou un antioxydant et il faut le compléter par un complément. Donc là, le réductionnisme en curatif peut avoir toute sa place. Par contre, en préventif, alors sur prescription toujours, hein, on peut pas se prendre des compléments comme ça. Il faut faire des bilans. Enfin voilà, c'est au médecin Hmm. nutritionniste de le dire. Par contre, en préventif, ce qui me gêne un peu, c'est que finalement on dit aux gens, bah, si on doit donner des compléments, c'est que quelque part il y a un déséquilibre, donc qui est lié à votre régime global. Donc finalement, le message un peu indirect sous-entendu, c'est bah, continuez finalement à manger mal, mais vous allez compléter avec des compléments et tout ira bien. Donc là, ça me gêne parce que le message qu'il faut plutôt envoyer aux gens, c'est de revenir à une alimentation de base de qualité parce que à ce moment-là, il n'y a plus besoin vraiment de compléments Mhm. préventifs. Voilà. Et donc en fait, quelque part, c'est toujours les mêmes un peu qui s'enrichissent, c'est-à-dire toujours les vendeurs de malbouffe et puis après les vendeurs de compléments. Un peu comme les vendeurs de soda qui font un coca sucré qui peut être associé au carie, au surpoids, au foie gras, au diabète de type 2, et qui le même vendeur fait le zéro sucre. C'est-à-dire qu'en fait,
quelque part, il reconnaît que l'autre soda est problématique, puisque sinon il ne Mm. ferait pas de zéro sucre avec des édulcorants, et il vous vend du zéro sucre, donc il se fait même encore plus d'argent. C'est ça. Mais sans dire qu'il faut abandonner ou boire avec une grande exception les sodas et boissons sucrées. Donc c'est un peu la même logique des compléments dans le préventif, c'est que bah, il y a toujours un marché derrière. Et nous, on a calculé un régime. Alors la règle des 3 V peut s'adapter selon les régions, les cultures et les pays, évidemment. Mais nous, on a calculé qu'un régime vrai végétal varié permet de remplir tous ses besoins nutritionnels sans problème. Donc, dans ce cas-là, il n'y a absolument plus besoin de compléments. Mais alors, c'est sûr que c'est moins vendeur de dire aux gens de consommer très peu d'ultra transformés, de ne pas consommer de compléments, de végétaliser un peu plus. C'est pas forcément ce qui est le plus rentable pour les grandes multinationales ultra transformation ou des compléments alimentaires. Non, bah, on va reparler de tout ça, effectivement. Et alors, tes travaux de recherche portent sur l'alimentation transformée et ultra transformée également. Quelle est la différence entre ces deux notions? Oui, alors depuis le début, depuis 28 ans, je travaille sur transformation des aliments et le lien avec l'effet matrice et le potentiel santé de l'aliment. Euh, donc en fait, la transformation existe depuis la nuit des temps. Euh, avant l'avènement de l'ultra-transformation après-guerre, on transformait les aliments depuis des millénaires, donc la fermentation, il y avait les traitements mécaniques, hein, comme le pressage, l'écrémage, le raffinage, les traitements thermiques, cuisson, vapeur, enfin il y a plein de traitements thermiques, ça peut être aussi le micro-ondes, le séchage des fruits, et puis on ajoutait des ingrédients culinaires pour conserver, donc notamment le sel et le sucre. Au départ, c'était pour conserver, alors ça donne du goût aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aliments transformés ou peu transformés, selon aussi la classification brésilienne Nova. Et après-guerre sont apparues ce qu'on appelle les techniques d'ultra-transformation. Pourquoi ultra? C'est pas par hasard, c'est-à-dire que on va beaucoup plus loin que les 4 traitements que j'ai présentés précédemment, c'est-à-dire mécanique thermique, fermentaire et ajout d'ingrédients culinaires, voilà, qui n'ont jamais été associés à un tel niveau de pandémie mondiale de maladies chroniques dans le monde, hein, jamais. Alors, je dis pas que tous ces traitements sont tous extrêmement positifs, puisque le raffinage des céréales fait perdre l'effet protecteur des céréales complètes. Le pressage des fruits en jus, c'est, on ne peut pas manger autant de jus de fruits que de fruits entiers, parce que le jus, c'est des sucres libres. Voilà, il y a quelques traitements comme ça il faut être vigilant. Mais en tout cas, les techniques d'ultra-transformation sont apparues après-guerre. Alors, c'est quoi les techniques d'ultra-transformation? Donc, bah, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle des marqueurs ultra-transformation qui sont issus de ce qu'on appelle le cracking alimentaire ou le fractionnement alimentaire, ou les synthèses enzymatiques et chimiques, et on génère des molécules purifiées. Et donc, pourquoi c'est ultra? Parce qu'on va plus loin que les 4 autres traitements, dans le sens où on isole les briques alimentaires de l'aliment, selon la vision ultra-réductionniste, que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments. Parce qu'effectivement, si l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, on peut le déconstruire, isoler les briques qui sont vendues, qui sont produites par ce qu'on appelle les ingrédientistes sur la planète, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont un grand pouvoir. Et ces briques, ensuite, sont revendues aux grandes multinationales et aux multinationales de l'ultra transformé qui recombinent ces briques ou les ajoutent à des aliments pour faire de l'ultra transformé. Donc, on va beaucoup plus loin puisqu'on isole des briques alimentaires invisibles à l'œil nu, qui sont des composés purifiés, modifiés par des voies enzymatiques et chimiques aussi, parfois, pas toujours, et qu'on appelle des composés amatriciels ou acellulaires, c'est-à-dire qui ne sont plus dans une cellule végétale ou animale et qui n'ont plus de matrice. Donc, comme on pourra en discuter tout à l'heure, au cœur de l'ultra-transformation, c'est vraiment l'effet matrice de l'aliment qui est très dégradé ou artificialisé. Et c'est vraiment là le problème, en fait, de fond de l'ultra-transformation. C'est qu'on a fait de la chirurgie esthétique des matrices alimentaires par des marqueurs d'ultra-transformation à visée cosmétique pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Et puis ensuite, il y a eu d'autres techniques comme la cuisson, extrusion et le soufflage qui sont aussi des marqueurs ultra-transformation, mais qu'on ne va pas trouver sur les emballages parce que ça fait partie pour l'instant des secrets de fabrication des industriels. Et qui eux aussi, alors c'est plutôt les féculents là qui sont concernés, qui vont entre guillemets exploser les matrices, les rendre très friables, poreuses, peu masticables et augmenter l'index glycémique. Donc voilà, ces techniques d'ultra-transformation, pour résumer, c'est le fractionnement alimentaire, les synthèses enzymatiques et chimiques, qui peuvent se faire aussi en laboratoire, et puis cuisson, extrusion et soufflage. Voilà.
Et toutes ont un point commun, c'est qu'elles modifient énormément les matrices, créent des nutriments qui n'ont plus de matrice, des isolats, on parle d'isolats de protéines et de fibres. Et c'est là qu'est le cœur du problème pour la santé humaine, c'est que quand on modifie les matrices à ce point, ou qu'on les artificialise, on va créer des dérégulations de l'acte alimentaire, métabolique, physiologique et santé à long terme. Alors, est-ce que tu pourrais juste nous définir ce que tu appelles la matrice des aliments? Oui, alors matrice, ça vient du latin mater à l'origine, donc en latin, donc qui veut dire la mère. Donc c'est l'idée d'une structure qui protège, qui enrobe. Donc ça, c'est la définition qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Donc en gros, ça veut dire quoi? Bah, la matrice, c'est ce qui résulte de l'interaction des nutriments entre eux, qui crée une matrice. Et pour définir très simplement, ça veut dire que deux aliments de composition identique, c'est ça l'effet matrice, mais qui n'ont pas la même structure tridimensionnelle, bah, vont pas forcément avoir le même effet physiologique, métabolique dans un premier temps, voire sur la santé à plus long terme. Par exemple, une poudre d'amande. Prenez des amandes entières, vous les broyez tout simplement, vous avez une poudre d'amande. Donc, on a l'amande entière, c'est une matrice solide, ovale, dure, et la poudre d'amande, c'est une matrice poudreuse. Donc, la structure tridimensionnelle n'est pas la même, mais la composition n'a pas changé. Eh bien, le fait de transformer l'amande en poudre va impacter le métabolisme des lipides, par exemple. Donc, par exemple, dans la poudre, les lipides seront libérés plus rapidement. Euh, Plus de lipides seront potentiellement absorbés par le corps humain et moins de lipides arriveront au côlon. Et il n'y aura pas de mastication, donc moins de satiété et moins de régulation de la prise alimentaire. C'est ce que j'appelle le triple effet matrice, qui joue sur la mastication, la vitesse de libération des nutriments et le pourcentage absorbé pour exercer une fonction métabolique donnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la biodisponibilité. Et ça, c'est aussi vrai pour les fruits. Et donc, ces effets sont très importants parce que mastiquer, c'est le premier acte que l'on fait. On dit souvent d'ailleurs en science, mastiquer, c'est la santé, et c'est vrai. Et notre système digestif, sa première fonction, il est dédié à déconstruire les matrices alimentaires. D'abord via la mastication, et ensuite via les enzymes digestives qui hydrolysent les liens entre les nutriments, qui les cassent. Donc en fait, il suffit juste de se demander pourquoi on a des dents et des enzymes digestives. Eh bien, c'est pour déconstruire les matrices, pour que les nutriments soient isolés par notre organisme et absorbables dans le sang. Donc rien que cette observation toute bête et empirique est presque suffisante pour dire que la matrice est fondamentale. Parce que sinon, on serait né sans dents et sans système digestif, et il suffirait de manger des capsules ou des gélules avec tous les nutriments. Mais on voit bien que ça ne marche pas et qu'on peut très bien avoir un très bon équilibre alimentaire en nutriments, mais si c'est apporté par du liquide, de l'ultra transformé, ce ne sera pas bon pour la santé. Donc, avoir un bon équilibre en nutriments n'est pas du tout une garantie de ne pas tomber malade chronique. Il y a beaucoup de malades chroniques qui n'ont pas de déficience et de carence. Donc, il faut sortir de tout nutriment et rebasculer dans une approche holistique de l'aliment, de l'alimentation, pour prévenir, empêcher les maladies chroniques. Et moi, je mets au cœur des recommandations alimentaires et des messages nutritionnels l'effet matrice. Donc, qui devrait être au cœur et non plus les nutriments. Alors, les nutriments, ça compte, mais seulement à l'échelle du régime sur une semaine. Et l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau d'un régime. Tous les aliments sont déséquilibrés. Et justement, on mange varié pour trouver cet équilibre sur, alors, une semaine, ça peut être aussi sur 1 ou 2 jours. Mais voilà, on ne va pas choisir un aliment sur sa composition, ça n'a pas de sens puisque tous les aliments sont déséquilibrés. Donc, et je conclurai là-dessus pour cette question. C'est quoi un aliment sain? Donc, c'est un travail qu'on a publié en 2022, qui est un position paper, un papier de positionnement. Pour nous, donc, un aliment sain n'est pas un aliment équilibré sur le plan nutritionnel, car ça n'existe pas à part le lait maternel, pour le nouveau-né, évidemment. C'est l'aliment le moins transformé possible et dont la matrice est la mieux préservée. Voilà, dont l'effet matrice est le mieux préservé. Pour nous, c'est ça le paradigme central. Alors évidemment, il faut qu'il soit comestible, bon, sûr d'un point de vue sanitaire, on est d'accord. Et tous les traitements vont modifier d'une manière ou d'une autre la matrice, mais les traitements traditionnels qu'on utilise depuis des millénaires ne vont pas jusqu'à totalement déconstruire la matrice pour isoler les briques élémentaires. Voilà. Ok, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Alors, dans une interview que tu as donnée au magazine Science et Avenir en 2023, tu Mm. dis, souvent ces aliments ultra transformés demandent moins de mastication, donc c'est ce que tu viens de dire. Ils sont plus mous, plus friables, plus visqueux ou plus liquides.
Voilà. Oui. Et alors, en naturopathie, on dit que pour bien digérer, il faut beaucoup mastiquer pour que les aliments solides deviennent liquides avant d'avaler, puisque, Mm. comme tu disais, l'estomac n'a pas de dents. Et donc, il sera obligé de travailler plus pour réduire Mm. sous forme de bouillie ces aliments. Oui. Et nous, en naturopathie, on dit que ce mécanisme-là, ça va nous faire perdre de l'énergie. Mm. Donc, si je me faisais l'avocat du diable, je pourrais te dire, c'est génial tous ces produits mous et liquides, presque déjà digérés, parce que l'estomac aura moins de travail. Donc, qu'est-ce que tu en Mm. penses? Non, parce qu'en fait, ouais, alors ça c'est vrai. Alors bon, c'est un travail qu'on avait fait sur à peu près pardon, 130 aliments qu'on avait classés selon Nova en brut, peu transformé, transformé, ultra transformé. Puis on avait fait des mesures de cisaillement, de pression. Et effectivement, on avait observé que, alors c'était que 130 aliments évidemment, donc l'étude est limitée, demandera confirmation, mais euh, que les ultra transformés ont tendance à être plus friables, plus visqueux, plus semi-solide, plus liquide, euh, en règle générale. Mais c'est pas toujours le cas, et vous avez des aliments ultra transformés qui sont totalement solides. Mais c'est une tendance, voilà, c'est ce qu'on appelle une tendance lourde. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de discuter 2 ou 3 fois avec des dentistes après des conférences que j'avais données, et ils m'avaient dit effectivement, eux aussi observaient que nos enfants mangeaient de plus en plus mou et friables, et qu'ils en avaient presque la flemme de mastiquer. Et c'est vrai que les enfants sont les premières cibles de l'ultra-transformation. Et souvent, la version pour enfants est plus ultra-transformée que la version pour adultes et moins masticable. Donc, on a par exemple le fromage, il est souvent mou pour les enfants. Alors, pour l'adulte, on va avoir des fromages durs. Moi, je suis en Auvergne, donc je suis bien placé pour le savoir. À 4 heures, ils vont plutôt prendre des pommes potes qui sont visqueuses plutôt qu'un fruit entier. Le steak, il est haché, donc traitement mécanique qui demande moins de mastication, enfin, etc., etc. Et ça peut poser, ce que me disait le dentiste, c'est que ça pose des problèmes pour les enfants, notamment pour le développement de la mâchoire, parce qu'ils mastiquent moins. Et on sait que les stimulations mécaniques jouent un rôle sur le développement osseux. Ça a été observé notamment en Australie, où ils avaient mesuré l'écart de la mâchoire des aborigènes avant et après avoir accédé à l'alimentation occidentale. Et ils avaient mesuré que quand ils étaient passés à l'alimentation occidentale, l'écart de la mâchoire était significativement plus faible. Et les dentistes disent aussi que ça peut avoir un impact de moins mastiquer sur le développement des dents de sagesse. Donc oui, c'est problématique. Alors tous les aliments ultra-transformés n'ont pas forcément été prédigérés, mais il y a beaucoup de ces aliments qui contiennent des marqueurs d'ultra-transformation qui sont issus de la prédigestion. Un sirop de glucose, c'est de la fécule totalement digérée. Un hydrolysat de protéines, pareil. Donc, le fait de moins mastiquer, bah, ça dérégule la satiété, on avale plus vite. Et donc, il y a des études d'intervention qui ont montré que, en fait, en classant les aliments selon brut, transformé, ultra transformé, eh bien que, alors, c'était ce qu'on appelle une synthèse de 5 études d'intervention. Et ils ont observé que, en faisant la synthèse de ces 5 études, globalement, les individus qui consommaient les aliments ultra transformés consommaient en 1 minute entre 57 et 100% de calories en plus, c'est-à-dire entre presque 2 fois plus. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans cette matrice qui nous pousse à consommer plus que de raison. Il suffit de prendre un exemple tout bête. Si vous voulez prendre de l'orange le matin, vous avez 2 solutions. Vous prenez une orange entière ou un jus d'orange. L'orange entière, vous allez la peler, vous allez mastiquer davantage, vous allez séparer les morceaux de l'orange. Eh bien, alors, je ne sais pas s'il faut 1 minute pour manger une orange entière, mais disons qu'en 1 minute, vous allez manger une orange entière. Et si vous la prenez sous forme de jus déjà prêt, eh bien, vous allez consommer peut-être l'équivalent en sucre de 3 ou 4 oranges en 1 minute avec le jus, puisque vous mastiquez pas, vous pelez pas. Et donc, voilà, vous avalez beaucoup plus vite. C'est pour ça que dans nos recommandations alimentaires, on sait qu'il faut favoriser les formes solides à liquides des aliments. Parce qu'en fait, mastiquer est l'acte primordial le premier acte que l'on fait. Et c'est un acte fondamental pour la satiété, puisque plus on mastique, plus on déclenche les signaux de satiété. Et ensuite, la satiété joue un rôle très important sur la régulation de la prise alimentaire sur une journée, qui peut justement éviter de grignoter, parce que souvent, quand on grignote, on va souvent vers des aliments ultra transformés, justement. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, non, effectivement,
de consommer des aliments qui se mastiquent moins, avec des marqueurs ultra-transformation qui sont déjà prédigérés, voire totalement digérés, et totalement délétères pour notre santé, comme le prouvent d'ailleurs les plus de 130 études longitudinales de cohorte, qui, pour une grande majorité d'entre elles, montrent des risques accrus de maladies chroniques. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter. Je viens d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026 lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Suivez-moi sur LinkedIn ou Instagram pour être tenu au courant des dates. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. C'est ce que j'allais te demander. Intuitivement, on se dit que c'est un peu du bon sens de manger les aliments sous leur forme brute plutôt que ultra transformés, mais il y a sans doute effectivement plein d'études scientifiques qui viennent démontrer ça. Et d'après toi, est-ce que tu parlais du fait que quand on déconstruit la matrice, du coup, les nutriments, certains nutriments passent plus vite aussi dans le sang, etc. Oui. Est-ce que l'épidémie d'obésité à laquelle on assiste, en particulier dans certains pays comme les États-Unis, trouve en partie son origine dans ce problème, d'après toi? Bah, le problème aux États-Unis, c'est l'explosion de l'ultra-transformation après-guerre, en fait, hein. Donc, parce qu'en fait, je vais répondre indirectement à ta question, mais c'est important de contextualiser. L'obésité vient des États-Unis, et on n'avait pas ça avant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que pour la première fois après-guerre, on a vu arriver des maladies cardiovasculaires en nombre important aux États-Unis, fin des années 50, début des années 60. On n'était pas habitué aux maladies chroniques à une telle échelle. On était plutôt avant-guerre dans des maladies, ce qu'on appelle de déficience ou de carence, où l'approche réductionniste nutricentrée était utile, puisqu'il fallait remplacer un nutriment, une vitamine, et ça a sauvé beaucoup de vies, Maraz, Beriberi, Scorbut, Kwashiorkor, etc. Donc là, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le gouvernement a demandé aux chercheurs de trouver la cause des maladies cardiovasculaires. Et donc, il y a le fameux Alexis Keyes qui va accuser le gras, mais qui, voilà. Et puis, à Londres, il y avait un chercheur, moi, je ne me rappelle plus son nom, mais lui, il pensait que c'était le sucre. Mais les vendeurs de soda étaient très puissants aux États-Unis hein, depuis longtemps et ils ont fait aussi le lobbying pour appuyer le fait que le gras soit accusé et pas le sucre. Ça les arrangeait évidemment. Donc le gras finit par être accusé, ce qui va donner la campagne des produits allégés en gras. On va remplacer le beurre par la margarine, on va écrémer le lait pour faire du lait demi-écrémé, on va stigmatiser les graisses saturées, la viande, etc. Et pas de chance. C'est là que l'obésité va commencer à arriver et exploser dans les années 70, fin des années 70 aux États-Unis, et qui va être exportée dans le monde entier. Donc en fait, ils ont voulu essayer de trouver l'explication à une maladie chronique dans un seul nutriment, le gras, le sucre, alors qu'en fait, le problème était beaucoup plus holistique. C'était qu'en fait, les Américains mangeaient de plus en plus de produits ultra transformés avec des marqueurs d'ultra transformation. Puisque même un soda zéro sucre est presque pire pour la santé qu'un soda naturel. C'est pas meilleur. Et donc, en fait, on voit bien qu'on ne peut pas prévenir une maladie chronique en se focalisant sur un seul nutriment, puisque non seulement il y a toujours eu les maladies cardiovasculaires, mais on a surajouté autre chose. Parce que, comme ils ont allégé en gras, il fallait remplacer le gras par autre chose dans l'aliment. Enfin, c'est un vase clos, un aliment. Donc, si vous enlevez le gras, il y a deux solutions. Soit les autres nutriments augmentent en proportion, donc c'est-à-dire protéines et glucides, ou si vous voulez pas qu'ils augmentent en proportion, il faut remplacer par autre chose, qui peut être des marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, ils ont remplacé beaucoup par du sucre libre. Je dis bien libre, pas naturel, parce que la recommandation de l'OMS, c'est sur les sucres libres, pas plus de 5% de calories par jour. Et donc, le mot-clé, c'est libre, hein, qui veut dire sans matrice, et par des céréales raffinées. Et par des aliments de plus en plus ultra transformés. Voilà. Parce que quand on veut alléger un produit, en général, c'est qu'il est ultra transformé. Et donc, la vraie problématique était l'ultra-transformation des aliments et l'industrialisation de plus en plus poussée de l'alimentation des Américains. Donc, ils n'ont pas eu ce regard holistique parce qu'il y a une culture occidentale de l'approche réductionniste nutricentrée qui était présente, ce qui peut se comprendre, hein. C'est vrai que c'est pas facile de changer de paradigme. Et donc, on peut dire que l'obésité, alors, oui, l'obésité et le diabète, quelque part, c'est un problème d'effet matrice avant tout. Parce que
Moi, je dis souvent que le diabète de type 2 n'est pas un problème de sucre au sens strict, mais plutôt de sucre libre, c'est-à-dire de sucres qui n'ont plus de matrice. Le mot libre veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, en fait, à force de dégrader l'effet matrice et de l'artificialiser, on génère des maladies chroniques. Et les trois premiers stades de maladies chroniques, ou enfin les quatre premiers stades, c'est obésité, diabète de type 2, foie gras humain, dont on parle assez peu, mais qui touche plus de 30% des adultes aux États-Unis, 1 sur 3, la stéatose hépatique, et puis l'hypertension. Donc ça, c'est pas mortel, mais c'est les premiers stades qui vont ensuite multiplier les facteurs de risque de maladies beaucoup plus graves, et cette fois-ci mortelles, cardiovasculaires, certains cancers, pas tous évidemment, ou bien l'insuffisance rénale après le diabète, qui peut être assez grave aussi. Donc, oui, pour moi, c'est mon positionnement scientifique, hein, et je sais qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord avec ça, mais après avoir fait une étude exhaustive de la littérature scientifique, pour moi, les maladies chroniques, et d'ailleurs, c'est l'objet du papier qu'on a publié en 2022 dans le journal European Journal of Nutrition, où on défend le positionnement que les maladies chroniques sont d'abord dues à une perte de l'effet matrice et à une artificialisation des matrices alimentaires. Et c'est pas un problème de nutriments. Voilà. Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant. Par exemple, D'ailleurs, un fruit séché contient 5 fois plus de sucre pour 100 grammes qu'un soda. Vous pouvez aller voir la table Cicoal, hein, c'est très clair, hein, 5 fois plus de sucre. Pourtant, le soda en excès, dans beaucoup d'études épidémiologiques de cohorte, est associé au carie, très nettement, au prédiabète, diabète de type 2, prise de poids chez les ados, ou alors foie gras humain avec le sirop de glucose fructose aux USA. Parce que nous, on prend du sucre de table plutôt en France, hein, avec le sucre de betterave dans les sodas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Zut, j'ai perdu le fil. les sodas Oui, voilà, les fruits séchés, par pardon. rapport aux fruits séchés, J'ai ouais, perdu c'est le ça. fil. Et alors que le fruit séché, alors, il y a moins d'études que sur les sodas, mais si on regarde quand même les fruits séchés et les études épidémiologiques, il n'y a pas d'association avec les maladies chroniques. Donc, si je vous dis de ne pas manger trop sucré, qui est une recommandation réductionniste, en théorie, il faut aller vers le soda, puisqu'il en contient 5 fois moins. Et pourtant, non, parce que il faut avoir une approche holistique et matricielle. Le soda est un faux aliment, d'ailleurs, qui n'existe pas dans la nature, qui est liquide, des calories vides, donc qui n'est pas associé à des fibres minéraux, vitamines, antioxydants, et qui contient des sucres libres et non pas naturels ou matriciels comme dans le fruit séché. Donc cet exemple tout bête montre à quel point c'est bien l'effet matrice qui est au cœur du problème et l'approche holistique de l'aliment. Donc, euh, donc voilà, Hmm. il faut sortir de l'approche nutricentrée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne compte pas. Elle est utile pour équilibrer son régime, évidemment, faire les calculs sur une semaine ou 1 à 2 jours, ou en curatif, pour des gens qui ont des maladies, où là, c'est important d'être vigilant et d'être très précis sur l'apport en nutriments. Quelqu'un qui a un cancer ou une maladie cardiovasculaire sévère, etc. Mais là, c'est le domaine médical, des médecins nutritionnistes, et c'est pas mon domaine et c'est pas du préventif. Hmm. Et c'est marrant parce que ça me fait penser, quand j'ai étudié un peu tout ça aussi, j'ai découvert que les caries, en fait, étaient apparues avec le néolithique, c'est-à-dire au moment où on a commencé à transformer, enfin à stocker les grains, tout ça, et les transformer pour qu'ils soient comestibles, enfin qu'ils soient, ouais, on les mette sous une forme comestible. Et avant, les chercheurs, comment on dit, les archéologues, n'ont pas trouvé vraiment de caries chez les hommes préhistoriques, quoi. Donc D'accord. ça vient bien aussi du fait que avant, on était plutôt à manger des racines, des feuilles, des petits animaux, des choses comme ça, des fruits, vraiment avec, comme tu dis, leur matrice complète. Et à partir du moment où l'humain a commencé, ouais, à raffiner les céréales et tout, c'est là où les caries sont apparues. Donc, c'était intéressant. Et puis, dans une conférence que je donne sur les moyens de réguler sa glycémie et son poids de manière naturelle, je parle à un moment du Nutri-Score de manière très Mhm. critique en donnant l'exemple de céréales du petit déjeuner Choc à Pic qui obtiennent le Mhm. Nutri-Score A, c'est-à-dire Mhm. la meilleure note, alors que l'huile d'olive obtient le Nutri-Score C, c'est-à-dire bon, pas top, alors qu'on est d'accord, l'huile d'olive est 1000 fois meilleure pour la santé que les Choc à Pic. Oui. Récemment, j'ai lu une interview de Serge Ergberg, qui est l'un des Mhm. créateurs du Nutri-Score, qui disait, je cite, «J'ai beaucoup lu dans la presse espagnole que le secteur de l'huile d'olive veut la note A.
je me demande, est-ce le secteur économique qui décide comment classer un produit ou les scientifiques? Demain, Coca-Cola dira qu'il veut un A ou un B, et Nutella du groupe Ferrero qu'il veut une meilleure évaluation. Fin de citation. Mm. Donc, en regardant uniquement le Nutri-Score, on pourrait se dire aussi qu'une pomme vaut une compote de pommes nutritionnellement parlant, puisque la compote de pommes a un Nutri-Score A, alors qu'en fait, avec tout ce qu'on vient de dire, on voit bien que ça n'a rien à voir. Toi, quel est ton avis sur le Nutri-Score? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond, puisqu'il s'applique par définition à des produits transformés, puisqu'il est indiqué sur des emballages, hein, une pomme dans la nature n'a pas de Nutri-Score. Et ces produits-là, ils contiennent voilà, souvent enfin, ils sont souvent transformés, voire ultra transformés. Donc, c'est quoi ton avis sur le Nutri-Score? Bah, c'est vrai que je me suis beaucoup exprimé. Les gens, je pense que maintenant savent que moi j'ai une réflexion plutôt générique et sur les scores. Je travaille sur le scoring alimentaire depuis 2011. J'avais développé un premier score en 2011-2012, mais qui était plutôt nutricentré, qui était la capacité lipotropique des aliments, les lipotropes. Mais bon, c'était il y a longtemps, et puis j'avais pas encore poussé la réflexion sur l'approche holistique assez loin. Et puis le score SIGA du degré de transformation en 2017, qui prenait en compte justement le degré de transformation, l'effet matrice, le nombre de marqueurs d'ultra-transformation et l'ajout de sucre et les gras. Mais je dis bien l'ajout, parce que c'est l'ajout qui pose problème et pas les totaux, comme on l'a vu avec le soda et le fruit séché. C'est vraiment l'ajout, hein, qui pose problème. Il ne faut pas prendre en compte la totalité, hein, puisqu'il y a pas mal d'études qui montrent la différence d'effet santé entre le fait d'ajouter par les industriels ou le fait que ce soit naturel, comme le saturé naturel des fromages, c'est pas la même chose que de rajouter plein d'huile raffinée avec plein de saturés qu'on ajoute. Euh, donc, bah moi, voilà, pour moi, les scores de composition qui est l'outil privilégié au niveau mondial pour choisir ses aliments, je suis définitivement contre et pour leur abandon parce qu'en fait, l'approche scientifique derrière ces scores, il y a une dizaine de raisons scientifiques, hein, pour lesquelles je suis contre. En tout cas, c'est mon positionnement. Je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi, mais ça fait partie du jeu de la science, le débat scientifique, hein. C'est tout à fait sain quand il y a débat. La raison fondamentale, au-delà de toutes les autres raisons, c'est que l'approche scientifique derrière ces scores de composition agrégatifs, mais il n'y a pas que le Nutri-Score, il y a aussi en Australie le Health Star Rating, un labeling system, c'est que c'est la même approche qui mène à l'ultra transformé, c'est-à-dire que c'est de l'ultra réductionniste, c'est-à-dire qu'on réduit l'aliment à une somme de quelques parties. Donc, en fait, j'aime bien cette image. En fait, la graine, qui est le concept fondamental, c'est-à-dire l'approche philosophico-scientifique, qui mène au score agrégatif comme le Nutri-Score et à l'ultra-transformation, c'est la même graine qui est sous terre, qu'on ne voit pas. Et ensuite, ça va pousser et ça va donner, par exemple, deux tiges qui vont arriver à l'air libre. Donc, il y a la tige du score agrégatif et la tige de l'ultra-transformé. On croit qu'elles sont opposées puisqu'on ne voit pas la graine, qui est la même en terre. Mais en fait, les deux sont basés exactement sur la même graine qui est la même approche scientifique ultra-réductionniste. Et on a l'impression qu'ils sont opposés, mais en fait, ils se nourrissent mutuellement. Si vous voulez, si tu veux, on ne peut pas prévenir les maladies chroniques avec la même approche qui les a générées. Puisqu'en fait, ce qui a généré les maladies chroniques, fondamentalement, si on prend la cause racinaire, en étant radical, mais dans le sens de revenir à la racine, c'est l'approche ultra-réductionniste. L'aliment n'est qu'une somme de nutriments. C'est ça qui génère de la maladie chronique. Et c'est pour ça que les scores de composition, pour moi, ne peuvent pas prévenir les maladies chroniques et ne peuvent pas avoir de rôle sur la santé, puisque une même cause ne peut pas produire un effet contraire. C'est-à-dire une cause qui génère de la maladie comme l'ultra-réductionniste ne peut pas générer de la santé. C'est pas possible. Sinon, c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à l'approche holistique et donc des scores holistiques. Et les scores holistiques, c'est d'abord des scores qualitatifs. Alors, il y a le score Nova qui est sur Open Food Fact, du degré de transformation des Brésiliens. Nous, on avait le score SIGA. Bon, la startup n'existe plus, mais on a publié 4 articles scientifiques. Voilà, on a besoin des scores. Et un score holistique, il faut bien se baser sur ce qu'on a sur l'emballage. Et on a deux informations sur l'emballage. On a la composition, la table de composition, qui est l'information réductionniste et quantitative. Et on a la liste des ingrédients, qui est l'information holistique et qualitative. Et c'est celle-ci qu'il faut regarder. En fait, quand on achète un aliment, le moins transformé possible, le seul indicateur, le seul proxy qu'on ait, c'est la qualité des ingrédients qu'il y a dedans.
Donc c'est ça qu'il faut regarder en premier et repérer ou pas si on a des ingrédients qui sont de qualité, c'est-à-dire ça peut être des ingrédients bruts ou un peu transformés, ou des marqueurs d'ultra-transformation. Et je sais pas, par exemple, quand on achète, je prends aussi souvent cet exemple, quand vous achetez par exemple une veste, ce qui vous intéresse, c'est pas combien il y a de fibres, de minéraux dans la veste, parce qu'il doit y en avoir, mais c'est plutôt de quel ingrédient elle est faite. Est-ce que c'est de la laine? Est-ce que c'est du cuir? Est-ce que c'est du synthétique? Voilà, c'est ça que vous regardez. Donc, c'est ce qui est visible à l'œil nu, en fait, hein. Donc, les ingrédients, vous pouvez presque les voir à l'œil nu dans un aliment que vous achetez. Et donc, nous, c'est ce qu'on avait fait avec SIGA, c'est-à-dire, on avait d'abord développé un score sur ces ingrédients et ensuite, on avait ajouté quelques critères supplémentaires par rapport à Nova. Donc, voilà mon positionnement scientifique. Et puis, le problème des scores agrégatifs, c'est que ils prennent les sucres gras totaux, les saturés totaux, alors que ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est l'ajout et pas les totaux. Je renvoie à l'exemple du fruit séché et du soda. Et donc, effectivement, on a un choc à pic. Alors, avec le nouvel algorithme, je crois qu'il est passé à B, mais on a un aliment qui est ultra transformé, qui est bien noté, parce que les scores de composition, évidemment, ne prennent pas en compte l'effet matrice. Et donc, deux aliments peuvent avoir le même Nutri-Score parce que la même composition, mais pas du tout la même matrice. Donc, ça, c'est une des deuxièmes grandes raisons fondamentales. Et donc, en fait, ce choc à pic Nutri-Score B était quelque part une bombe de sucre. Et puis, il y a plein d'autres. Donc, en fait, pour moi, ces scores-là, finalement, ont tendance à valoriser l'ultra transformé. Et il y avait une étude qui avait été faite sur plus de 1000 enfants, plus de 1000 aliments pour enfants, qui a été publiée il y a 3 ou 4 ans dans le journal Nutrients, je crois, ou Foods, et qui montrait que dans les Nutri-Score B, 96% des aliments étaient ultra transformés. Et nous, on avait publié avec SIGA, alors avec l'ancien algorithme évidemment, du Nutri-Score, qu'en 2022, on avait publié ce travail que 57% des Nutri-Score AB étaient ultra transformés sur plusieurs milliers d'aliments industriels avec code barre et emballés. Donc, et puis après, ces scores peuvent même stimuler l'ultra-transformation parce que si vous voulez avoir une bonne note, comme on le voit avec les substituts de produits animaux ou la mode des produits hyperprotéinés, eh bien, il n'y a pas de secret, vous êtes obligé d'ultra transformer. Mais comme les protéines et les fibres, même sous forme d'isolat ou de marqueurs d'ultra transformation, sont bien notés, ça permet de gonfler artificiellement les notes. Et puis enfin, je terminerai là-dessus, c'est que pour nous, un aliment sain est le moins transformé possible et pas équilibré nutritionnellement. Donc, choisir un aliment sur la composition n'a pas vraiment de sens. Il faut choisir un aliment sur le moins transformé possible, la liste des ingrédients. Et après, par contre, l'ajout de sel, sucre et gras. Mais l'ajout, c'est pas l'aliment en tant que tel, c'est ce qu'on ajoute à l'aliment. Et d'ailleurs, la recommandation de l'OMS, c'est pas les sucres totaux, hein, c'est les sucres libres. Et les sucres libres, il y a 3 catégories pour l'OMS. Donc, c'est une recommandation qui a à peu près 20 ans d'âge, 2007, je crois. C'est les sucres des jus de fruits. Ils sont extraits des cellules, les sucres ajoutés, industriels, sucre de table, et le sucre du miel. Voilà. Mm. Donc, voilà. Donc, il y a plein, pour moi, mais c'est pas seulement le Nutri-Score, c'est une réflexion de chercheur que j'ai sur le score, le scoring alimentaire. Le fait de choisir la composition en priorité pour le consommateur n'est pas le bon message à envoyer. Le bon message à envoyer, c'est la qualité des ingrédients. Mm. Bah, moi, je dirais même, dans l'idéal, à partir du moment où on voit un Nutri-Score, limite, il faut pas acheter, puisque ça veut dire que c'est un produit emballé, transformé et tout, alors que si on mange que des aliments où il n'y a pas de Nutri-Score, c'est-à-dire, Mm. je sais pas, de la salade, des tomates, trucs, bah, Mm. du coup, on est tout de suite dans de la matrice correcte, quoi. Donc, quelque part, Ah oui, tu vois alors, ce que je veux dire? ouais. Bon, après, on peut pas, il est inévitable que des gens achètent des produits industriels et, comment dire, l'ultra-transformation n'est pas un discours anti-industriel, c'est plutôt un discours de dire qu'on souhaite une industrie de qualité qui existe. Nous, alors, bon, il y a des sources un peu différentes selon les papiers, mais nous, on avait, avec SIGA, calculé quand même sur des milliers de produits, hein, donc c'était quand même, et en plus, on les avait pondérés pour être représentatifs de l'offre en rayon des supermarchés, donc représentatifs de ce que les gens voient en supermarché et achètent en termes de proportion de groupes d'aliments. Et donc, nous, on avait calculé en grande moyenne surface
en France que 70% de l'offre industrielle étiquetée emballée était ultra transformée. Donc, il en reste 30%. Et dans ces 70% d'ultra transformés, vous avez quand même des ultra transformés qui n'ont qu'un marqueur. Donc, c'est important aussi de tenir compte du nombre de marqueurs. Donc, dans ces 30% industriels, on peut très bien manger industriel aussi de qualité. Donc, c'est aussi un message à faire passer parce que les gens, bah, on est dans des vies compliquées, dans des grandes agglomérations où il y a des contraintes de temps qui sont humainement tout à fait compréhensibles. Moi, ça m'arrive aussi. Et donc, c'est important de dire que on peut manger industriel de qualité et pas forcément plus cher et qu'on a besoin de transformer les aliments et des industriels, voilà, mais qu'il faut bien transformer. En fait, c'est ce qu'on dit. C'est quoi le message? C'est dire aux industriels, notamment les grandes multinationales de l'agroalimentaire, avec l'ultra transformé, bah, vous avez été trop loin. C'est-à-dire que le vrai dans degré de transformation, le mot clé, c'est pas transformation, c'est degré. En fait, jusqu'à quel degré on peut transformer un aliment sans générer de la maladie chronique chez l'être humain? Et pour l'instant, la réponse que l'on a, au vu des études publiées, c'est que le degré où il ne faut pas aller, c'est séparer les briques élémentaires de l'aliment et complètement dégrader les matrices ou les artificialiser. Moi, je parle de chirurgie esthétique des aliments pour l'ultra-transformation, parce que c'est exactement ça. On rajoute des agents cosmétiques d'origine strictement industrielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver dans les grandes surfaces ou les supermarchés ou au marché. Personne ne peut trouver du sirop de glucose au marché, et je ne suis même pas sûr qu'ils en vendent dans les hypermarchés. Et donc, on est bien dans le mot-clé d'ultra-transformation, c'est le mot cosmétique, c'est-à-dire que on artificialise, on rend agréable au niveau des sens sensoriels les aliments pour des raisons purement économiques et de profit. On n'est pas dans une logique de santé. Le cosmétique, c'est une logique de profit. Mhm. Du coup, ouais, et puis avec par les temps qui courent, là, on va de plus en plus s'orienter vers des produits artificiels. Tu sais, tu parlais des steaks végétaux, les trucs comme ça. Mm. Et en même temps, il y a le réchauffement climatique aussi, l'assèchement des sols va Oui. peut-être encourager les industriels à cultiver encore plus hors sol ou à créer de toutes pièces des aliments artificiels. Je me souviens d'avoir lu, par Mm. exemple, aux États-Unis, les producteurs de tomates en hydroponie, donc Oui. hors sol, quoi, hein, Mm. dans une solution, peuvent Oui. avoir le label bio du moment que Mm. la solution dans laquelle elles poussent ne contient pas de pesticides. Donc en Ah fait, ouais. ça devient un peu n'importe quoi. Ben, en fait, c'est la problématique de fond, c'est que c'est vrai qu'on a des systèmes alimentaires qui se dégradent, le réchauffement climatique, donc on cherche des solutions pour corriger les effets négatifs du système en place. Donc c'est souvent des solutions que j'appelle réductionnistes en silo, donc ça peut être la viande in vitro, les substituts de produits animaux ultra transformés, les protéines d'insectes, ce que tu viens de citer. Voilà, à la limite, pourquoi pas, mais si on veut vraiment à long terme régénérer le système, il faut s'interroger sur la cause profonde et donc changer le système. Parce que si on avait un système alimentaire régénérateur basé sur des techniques d'agroécologie, eh bien, d'abord, on pourrait nourrir sans problème les 8 milliards d'êtres humains et on n'aurait plus besoin de développer ces solutions en silo alternatives. Donc, en fait, on est toujours dans une logique de corriger les effets délétères d'un système parce il y a du profit derrière, mais sans remettre en cause les racines négatives du système. Donc, c'est un peu comme si on avait une coque d'un bateau avec des trous. On passe notre temps à boucher les trous, mais au bout d'un moment, il faut changer la coque. Ou une bagnole, à force d'avoir des réparations, il y a un moment, il faut peut-être en acheter une nouvelle qui est de meilleure qualité ou qui pollue moins. Donc, en fait, moi, je prône plutôt une remise en question du système, mais évidemment, avec cette approche holistique et qualitative de remise en question de nos systèmes alimentaires, bah, ça remet en cause le système en place et c'est plus compliqué. Il y a sans doute moins de profit parce que si on regarde la plupart des scénarios prospectifs publiés dans le monde et les résultats sur les systèmes, des résultats scientifiques de chercheurs qui travaillent sur les systèmes alimentaires, eh bien, le système alimentaire qui émerge, qui est le plus protecteur et le plus vertueux pour la planète, ce serait un système de polyculture élevage de taille moyenne en agroécologie Mm. et les animaux en extensif. Voilà, c'est ce qui donnerait, pour faire simple, un régime flexitarien finalement. Mm. Mais ce serait le système le plus intéressant. La polyculture est plus résiliente aux aléas climatiques parce que si vous avez des grandes monocultures intensives qui sont ultra réductionnistes, hein, c'est de l'ultra réductionnisme agricole.
bah, dès qu'il y a un problème, on perd tout, quoi. Alors que si vous avez de la polyculture, de la variété, bah, peut-être que cette forte chaleur va peut-être détruire 20% de ce que vous avez, mais pas les 80 restants, parce que c'est pas la même chose. Donc les chercheurs disent que le système de polyculture est plus résilient que les monocultures intensives. Donc on a un système qui risque de s'auto-écrouler sur lui-même au bout d'un moment. Et, et que, en fait, si on avait des systèmes régénérateurs sur toute la planète, on pourrait nourrir largement plus de 8 milliards d'êtres humains sans difficulté. En fait, le fait qu'on ait des difficultés à nourrir, c'est plus lié à la structure de nos systèmes qui privilégie les grandes exploitations, l'agriculture industrielle intensive, ultra réductionniste, et puis après des systèmes politiques en place, les guerres, etc. Donc c'est plus des causes systémiques liées à l'être humain que liées à ce que peut vraiment fournir la planète, en fait. Ouais, tout à fait. Puis là, l'agriculture intensive telle qu'on l'a fait en France, elle épuise les sols également. Donc il va y avoir de moins en moins de nutriments dans les aliments. Et donc il va de plus en plus falloir Mm. ajouter des nutriments, des vitamines et tout pour Oui. faire finalement un aliment Bah, correct nutritionnellement parlant. bah, Donc c'est le c'est cercle exactement, vicieux, quoi. c'est un cercle vicieux, mais c'est comme pour le réchauffement climatique. On peut avoir deux actions, c'est-à-dire qu'on peut effectivement atténuer les effets qui sont visibles maintenant, c'est-à-dire trouver des solutions parce que c'est en marche, et puis dans le même temps, changer les causes, c'est-à-dire réduire les émissions. Donc là, on est un peu dans l'alimentation, dans une même logique. On peut effectivement trouver des solutions alternatives, mais qui seront, ça peut être la viande in vitro ou hydroponie, enfin voilà, toutes ces solutions un peu en silo réductionnistes qui, pourquoi pas. Mais si on n'agit pas sur la cause, c'est-à-dire le modèle du système qu'on utilise, c'est une fuite en avant qui ne changera rien au final. Mm. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous parler de ta règle des 3 V ou des 4 V, parce que Oui, j'ai lu les deux oui, alors depuis 2 ans, maintenant, c'est devenu les 4V. Alors, 4 en V. fait, bon, on l'a élaboré, j'ai commencé à travailler dessus en 2015. Je l'ai présenté pour la première fois en 2016 et je l'ai publié pour la première fois en 2018 et je l'ai finalisé en 2020. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Euh, En fait, la question qu'on s'est posée, toujours avec cette idée de revisiter la chaîne agroalimentaire avec une approche holistique. Donc, sur l'aliment, ça donne l'effet matrice. Sur les scores alimentaires, ça donne Nova ou SIGA. Sur l'agriculture, ça donne l'agriculture régénératrice. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, parce que je suis pas chercheur, je suis pas agronome. Et puis après, sur le régime alimentaire, on s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait donner. Et on voulait être qualitatif et holistique parce qu'on sait que c'est ça qui est important et que les consommateurs et la société sont beaucoup plus réceptifs à ce type de concept. Donc en fait, et on voulait sortir des nutriments, puisqu'effectivement, on a vu que l'approche par nutriments a échoué à enrayer les maladies chroniques. Et on s'est demandé tout simplement quelles étaient des dimensions qu'on pourrait, alors universelles, c'est un bien grand mot, mais générique, c'est-à-dire en gros qui sont valables sur toute la planète, quelles sont ces dimensions qui caractérisent la relation entre l'alimentation et la santé, et après la santé globale, c'est-à-dire incluant l'environnement. Mais d'abord, la santé humaine, il y avait deux dimensions qui étaient connues, le ratio produits animaux sur végétaux. Moi, j'ai pas vraiment travaillé dessus, mais les publications étaient assez claires et maintenant ça fait consensus. Et puis le manger varié. Donc, ratio produits animaux sur végétaux, on l'appelait végétal parce qu'on voulait mettre l'accent sur la nécessité de végétaliser. Et le varié, c'était aussi un V. Et puis, quand j'ai découvert l'ultra-transformation en 2013, là, j'ai eu un déclic en me disant, bah, c'est le chaînon manquant pour avoir les trois dimensions holistiques complètes. Parce que s'il n'y a pas le degré de transformation, bah, on va végétaliser et varier dans l'ultra transformé. Et non seulement, donc on a rajouté cette troisième dimension, et c'était le chaînon manquant, et c'était la dimension la plus importante des trois, c'est-à-dire c'est celle qui vient en premier dans nos choix alimentaires. Et donc on l'a appelé vrai par opposition aux faux aliments, ce qui donne vrai dans l'ordre végétal et varié. Et puis en 2024, je travaille aussi, je publie avec Michel Duruc, qui est lui plutôt spécialiste de l'amont, qui est directeur de recherche honoraire à l'INRAE, et qui m'a dit, parce qu'au début, moi je disais, si possible, biolocal et de saison, il m'a dit c'est un peu compliqué, puis le local n'est pas toujours forcément toujours plus durable. L'hyperlocalisme peut avoir des défauts aussi par rapport à la durabilité, n'est pas toujours faisable partout. Donc il m'a dit, moi je dirais plutôt une agriculture qui soutient le vivant, régénératrice, donc je te propose vivant.
Et j'ai dit, OK, banco, ça me va c'est très bien parce qu'on peut manger 3V conventionnel, c'est-à-dire un régime 3V, enfin dérivé des 3V, parce que c'est pas un régime, les 3V, c'est des règles génériques, ou issus du bio, ou de l'agroécologie. Voilà. Et donc, c'est devenu les 4V. Et donc, l'ordre théorique, après, chacun fait ce qu'il peut au quotidien, évidemment, c'est vivant, vrai, végétal, varié. Pourquoi? Parce que bah, d'abord, il faut sélectionner le mode de production. C'est toujours mieux d'avoir des produits issus d'une agriculture régénératrice. Ensuite, il faut, quand on achète un aliment, c'est ce qu'on fait en premier quand on fait ses courses. La liste des ingrédients, c'est le vrai ou le faux. Donc, il faut d'abord sélectionner les vrais aliments. Et enfin, au sein des vrais aliments vivants, on peut végétaliser et varier. Varier dans le végétal et dans l'animal. Donc, c'est pour ça que on a été étape par étape et à chaque fois, on a publié un article différent parce que cette hiérarchie, on ne l'avait pas vraiment identifiée en 2016-2017, en fait. On l'a compris plus profondément plus tard. Et donc, c'est dans cet ordre-là. Mais vous voyez que c'est simple à retenir et que nous, on a calculé en hypermarché qu'un caddie 3V n'est pas plus cher qu'un caddie riche en produits animaux et ultra transformés. Mm. D'ailleurs, c'est quoi le ratio que tu conseilles, là, animal-végétal dans l'assiette? Bah, nous, on était, en se basant sur les scénarios prospectifs, les régimes protecteurs sur la planète. Donc, on avait pris à l'époque les 8 principaux scénarios prospectifs les plus globaux à l'horizon 2050 ou 2030. Et puis, les 8 régimes protecteurs pour la santé humaine. Et donc, les scénarios prospectifs, ça inclut la santé globale, hein, humaine et surtout environnementale. Et on était arrivé à une médiane de à peu près 3 produits animaux par jour, 3 portions par jour, ce qui fait à peu près 15% des calories. Donc, ça veut dire un produit animal par repas, en gros, pour avoir une bonne durabilité. Alors, évidemment, c'est que de l'extensif hein, dans les 3V. Ça, c'est un positionnement plutôt éthique et philosophique qui n'appartient qu'à moi. Donc voilà, 3 produits animaux par jour, ce serait bien. Et ne pas oublier qu'ils ne soient pas ultra transformés, qu'il faut varier les produits animaux. Parce que sinon, on mange toujours le même poisson et on vide les océans, il y a plus de saumon, ou alors... parce que on peut aussi rappeler, alors ça, c'est les travaux ou les rapports de la FAO qui sont toujours intéressants à regarder. La FAO a publié que seulement 12 variétés animales et végétales, variétés génétiques, apportent plus de 50% des calories à l'humanité, à 4 milliards d'êtres humains. Non, à toute l'humanité, pardon. Donc, donc c'est quand même, on est dans un réductionnisme au niveau des variétés qui est énorme. Quand on sait les milliers de variétés végétales et animales qui existent sur la planète, on voit qu'il y a un vrai problème, rien qu'avec ce chiffre. Et effectivement, moi on avait évalué l'évolution du régime alimentaire chinois sur les 30 dernières années à l'aune de la règle des 3V. Et dans les années 90, le riz blanc, c'était 50% des calories. Donc, on voit qu'il y avait une très faible diversité alimentaire. Voilà. Donc, bah oui, les 3V, pour nous, c'est un outil qui est facile d'appropriation par tout un chacun, facile à retenir. Et puis, c'est pas prise de tête. Et puis, 3 produits animaux par jour, c'est tout à fait raisonnable. Donc, on a calculé aussi le ratio protéines animales et végétales. Donc, on est à l'inverse du ratio actuel en France, puisqu'en France, on est 2 tiers protéines animales, 1 tiers protéines végétales. Et dans les 3V, c'est l'inverse. C'est 34% de protéines animales et 66% de protéines végétales. Et on a fait évidemment tous les calculs. Il n'y a aucun souci pour les acides aminés essentiels qui sont complètement remplis avec ce ratio. Voilà. Alors là, il y a un débat scientifique. Il y en a qui disent qu'il faudrait 50-50. Et puis, il y a d'autres scientifiques qui sont un peu plus radicaux comme moi et qui disent qu'on peut pousser jusqu'à un tiers animal de protéines et 2 tiers végétal sans problème pour la santé. Voilà. Donc là, il y a un débat scientifique qui est toujours en cours. Moi, mon positionnement, c'est 1 tiers, 2 tiers. Mm. Ok. Alors, Héraclite disait en 544 avant Jésus-Christ, la santé de l'homme est le reflet de la santé de la Terre. Oui. Toi, comment est-ce que tu intègres la santé planétaire dans ton travail? Tu parlais au début du One Health. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi des impacts des aliments ultra transformés sur la santé de la nature? Oui, alors c'est plus un travail qu'on a fait un peu prospectif, bibliographique. Donc les premiers à en avoir parlé, c'est les Brésiliens en 2014 dans leurs recommandations alimentaires
qui était très holistique et qualitative, hein. Ils parlent quasiment pas de nutriments en 2014. Donc, c'est eux les premiers à en avoir parlé et de l'avoir identifié, hein, que les marqueurs. En fait, il faut partir des marqueurs d'ultra-transformation qui définissent ce que c'est qu'un aliment ultra-transformé. Et se poser la question d'où viennent ces marqueurs, puisque c'est eux qui définissent le concept. C'est quoi la définition des marqueurs Bah, d'ultra-transformation? les marqueurs d'ultra-transformation, c'est tous ces ingrédients, tous ces ingrédients purifiés, isolés par cracking alimentaire ou obtenus par des synthèses enzymatiques et chimiques qui ont une visée cosmétique et qui caractérisent un aliment ultra-transformé. Donc, c'est les arômes, les additifs cosmétiques, colorants, texturants, modificateurs de goût, tout ce qui n'est ni arôme ni additif cosmétique. On va trouver des sucres invertis, des isolats de fibres de protéines, des graisses hydrogénées, etc. Et puis la cuisson, extrusion et le soufflage. Voilà, c'est ça les marqueurs. Donc un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui contient à minima un marqueur. Alors, évidemment, il faut mieux qu'il y ait qu'un marqueur que 15. Ça, c'est sûr. Ah, c'est ce qui se passe. Et j'attends parce que là, il y a un bruit. Voilà, c'est bon. Et en fait, donc, la question qu'on s'est posée, donc les Brésiliens, on s'est inspiré des Brésiliens parce que, ils expliquent bien comment ces aliments sont associés à des systèmes alimentaires non durables. Alors, la déforestation, les grandes monocultures intensives, utilisation massive d'engrais et de pesticides, pollution plastique par les suremballages, les sodas, ça c'est bien documenté, il y a eu des reportages, des documentaires là-dessus. Et donc nous, on a voulu aller un petit peu plus loin en 2020 en essayant de reconstituer tous les liens entre ces marqueurs d'ultra-transformation et la santé globale, et notamment les sécurités alimentaires, qui sont les sécurités sanitaires, l'accessibilité, sécurité environnementale et santé et socio-économique. Et donc, on s'est vite rendu compte, effectivement, que ces marqueurs d'ultra-transformation sont associés à des systèmes alimentaires non durables. Alors, je ne peux pas tout décrire ici, mais l'article a été publié en 2020. Puis ensuite, on a poursuivi l'analyse en 2021-22. Enfin, entre 2020 et 2022, on a créé un consortium international de scientifiques, un projet qui était financé par l'INRA. Et on a publié 3 articles sur transformation des aliments et sécurité alimentaire, et confirmant que euh, les aliments ultra-transformés sont bien associés à des systèmes alimentaires non durables, parce que ces marqueurs d'ultra-transformation, qui sont très bon marché, qui permettent d'avoir des produits à bas coût, sont forcément issus de grandes monocultures intensives ou d'élevage intensif, avec une très faible diversité, et qui sont très polluantes, et à la déforestation pour nourrir les animaux en élevage intensif dans les feedlots, notamment nord-américains, sud-américains et australiens, ou canadiens, qui sont terribles, hein, à la fois pour l'éthique animale et puis pour la diversité animale, et qui sont des produits animaux qui rentreront souvent dans des plats préparés ultra transformés ou des charcuteries ultra transformées. La pollution plastique, j'en ai parlé. Voilà. Ensuite, il y a la sécurité donc la sécurité environnementale est mise en cause, la santé humaine est mise en cause, on en a parlé. Et enfin, dernière sécurité qui est mise en cause, c'est la socio-économie, en ce sens que ces aliments sont associés à des inégalités sociales de santé dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que les plus défavorisés ont tendance à les consommer davantage et sont les plus à risque de surpoids, obésité, diabète et foie gras humain, voire hypertension. Et puis enfin, ces aliments, d'un point de vue tradition culinaire, comme les enfants sont les premières cibles, il y a un marketing agressif pour favoriser l'achat et fidéliser les plus jeunes à ces produits, qui sont des produits hyper standardisés, qui les éloignent des vrais aliments et des traditions culinaires. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les pays émergents et en développement, où ces aliments sont en train d'opérer une colonisation alimentaire et d'essayer de remplacer les produits locaux et traditionnels ou la street food locale avec la montée en puissance en parallèle des maladies chroniques dans ces pays qui n'étaient touchés avant plutôt que par des déficiences ou de la sous-nutrition. Mm. On se souvient de Brian Johnson, le milliardaire américain qui veut vivre jusqu'à 200 ans en ayant un mode de vie monastique et en dépensant 2 millions de dollars par an rien que pour son mode de vie, Oui, notamment en se gavant de compléments alimentaires. Je ne sais pas si tu as vu oui, je l'ai ce vu. gars-là, Ouais. voilà. Donc, par exemple, en sortant du lit, il boit un smoothie à base de poudre de chlorelle, d'acide aminé et de créatine. Et Mm. ensuite, il enchaîne avec 60 pilules de compléments alimentaires. Et ce qu'il faut rajouter à l'histoire, c'est qu'il vend ses recommandations nutritionnelles et les produits qu'il utilise. Donc, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez par exemple acheter sur son site une bouteille de 75 centilitres de l'huile d'olive qu'il utilise, bah, il vous en coûtera à la modique somme de 47,70 €. Mm.
Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de labos qui jouent sur le désespoir des gens face au vieillissement pour leur vendre un maximum de produits, souvent inutiles ou inefficaces, faits justement comme avec des choses que tu dénonces toi, de nutriments comme ça isolés? Oui, ben, c'est toujours, c'est toujours l'espèce de, c'est toujours cette vision que le réductionnisme va nous sauver. Alors, les anglo-saxons, un terme pour ça s'appelle magic bullet, la balle magique. Donc, c'est une expression idiomatique qui n'a pas de traduction français. On pourrait traduire en français la solution miracle, en fait. Et ça, c'est typique du réductionnisme. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a l'hyperprotéiné, où on vous vend même des barres chocolatées ou des céréales petit déjeuner ultra transformées, hyperprotéinées, alors qu'on n'en a pas du tout besoin et que c'est des isolats de protéines qui sont rajoutés, des marqueurs ultra transformation très bon marché, puisqu'on dépasse de 40% nos besoins en protéines. Donc, voilà, on est typiquement dans cette logique de magic bullet qui est issue de la pensée ultra réductionniste où on fait croire aux gens qu'on va sauver leur vie ou leur santé en agissant sur un nutriment, sur une partie de l'ensemble. D'où les régimes hyperprotéinés. Après, il y a eu les régimes. Alors, le cétogène en curatif, c'est pas mon domaine. Je sais que ça a des effets apparemment qui sont positifs. Mais le cétogène, il y a eu la mode du cétogène et du du keto paléo régime, donc qui est plutôt riche en gras et en protéines et pauvre en glucides. Il y a eu les régimes pauvres en sucre, pauvres en gras. Enfin, voilà, il y a toujours, il y a eu souvent des, et aujourd'hui hyperprotéinés. On a des modes, mais il y a un point commun à tout ça, c'est que c'est nutricentré, c'est-à-dire qu'on agit que sur une partie de l'ensemble et on vous fait croire que c'est le nutriment qui va, un nutriment ou deux nutriments qui vont vous sauver. Donc c'est très rentable, ça permet de gagner des millions, voire des milliards de dollars et d'euros, évidemment. C'est ça l'enjeu. Mais si ça marchait, ça se saurait. Ça ne marche pas. On ne peut pas prévenir une maladie chronique en agissant que sur une partie de l'ensemble. Donc ça, c'est l'approche nutricentrée. Et il faut bien dire, alors ça, c'est une idée que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. La valeur du nutriment dépend de la valeur de l'ensemble. Donc un même nutriment n'aura pas le même effet d'abord physiologique et métabolique, voire santé à long terme, selon la qualité globale de la matrice qui apporte ce nutriment. Donc, par exemple, je ne sais pas, si je vous donne des bonbons et que je saupoudre de minéraux et de vitamines, ces minéraux et vitamines ne vont pas avoir le même effet que si elles viennent d'aliments bruts ou peu transformés, fruits, légumes ou des céréales complètes ou des légumineuses. Donc, il faut bien retenir ça. Moi, j'aime bien Alors, c'est un peu une punchline, mais qui est assez vrai. C'est la matrice ordonne, les nutriments obéissent. Donc, les nutriments ne font qu'obéir à la qualité matricielle. Donc, il faut plutôt s'interroger sur la qualité de la matrice. Je prends souvent l'exemple de la diligence. Les chevaux, c'est les nutriments et la diligence et le cocher, c'est la matrice. On voit bien que la valeur des chevaux dépend de la qualité de la diligence et du cocher. Et que s'il n'y a pas de cocher de diligence, les chevaux vont peut-être partir dans tous les sens, dans des positions, dans des directions opposées. Par contre, s'il y a un cocher habile, une bonne diligence, les chevaux iront dans la bonne direction en synergie, au bon endroit. Et donc, c'est pareil pour les nutriments. Et il y a plein d'études qui soutiennent ça. Notamment, il y a eu les études ATBC-Caret sur le bêta-carotène et la vitamine A dans les années 90, qui avaient été données sous forme de complément à des fumeurs ou des gens exposés à l'amiante, des ouvriers exposés à l'amiante, pour voir si ça réduisait le risque de cancer du poumon. Et au bout de 4 ans, c'était l'inverse. C'est ceux qui prenaient les compléments qui avaient un risque accru de cancer du poumon. Donc, ils ont arrêté l'étude qui devait durer 8 ans, je crois. Ça avait fait grand bruit dans les années 90. Ces deux études sont très connues et maintenant, si on va sur le site de l'ANSES, il n'est pas recommandé de prendre des compléments de vitamine A pour les gens qui ont le cancer. Donc, on voit bien que, alors il y a plein d'autres exemples comme ça qui ont été publiés, mais on voit bien que la valeur du nutriment, ça dépend vraiment de l'ensemble, quoi. Mmh. Et donc, le problème de ces solutions magiques nutricentrées, c'est que souvent, on ajoute des nutriments isolés de leur matrice en amont, et parfois des doses qui ne sont pas naturelles ou supranutritionnelles. Et là, c'est pas la même chose. Voilà, donc il faut faire attention. C'est comme les antioxydants. Un antioxydant isolé n'est pas aussi protecteur qu'un antioxydant qui agit en synergie avec d'autres composés antioxydants qui sont naturellement présents dans la matrice, avec une synergie et une régénérescence des composés entre eux. Mmh. D'ailleurs, la synergie est un concept holistique. Ouais.
La santé humaine passe également, selon moi, par l'entretien de la santé de la nature et des autres êtres vivants. Dans ton activité, est-ce que tu as intégré des pratiques dont les auditeurs et auditrices pourraient s'inspirer pour aller dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de la pollution? Bah oui, c'est la règle des 4V en fait, hein, Ouais. puisqu'elle est basée sur des scénarios prospectifs à l'horizon 2050 pour protéger la planète. Donc on sait que en achetant vivant, alors aujourd'hui le vivant malheureusement on n'a qu'un label, c'est le bio pour les consommateurs. Pour l'instant on n'en a pas d'autres, mais il y a plein de techniques régénératrices qui existent sur la planète, hein. Donc c'est voilà, mais on sait que si on va vers du vivant, qu'on limite l'ultra transformé à quoi, un, deux produits par jour, trois produits animaux par jour en variant, bah, on sait qu'on protégera. C'est pour ça qu'on a voulu concevoir un outil simple, un peu compact et unificateur, comme on disait au tout début, un concept unificateur qu'on peut appliquer facilement au quotidien parce que c'est facile à retenir. Je ne parle pas de nutriments, c'est juste des directions. Donc, si chacun sur la planète essaye d'aller dans cette direction, alors on va laisser les Inuits tranquilles parce que les Inuits, l'hiver, c'est plus de 80% des calories, 90% animales. Donc, on ne va pas imposer les 3V aux Inuits, hein. L'idée, c'est plutôt de dire on ne va pas imposer le régime Inuit à la planète parce que sinon, il n'y aura plus d'animaux et de mammifères sur Terre. Donc, voilà. Après, il y a quand même des exceptions. Mais globalement, pour la majorité de la population mondiale qui peut manger 3V, voire 4V quand ce sera possible avec le développement de l'agroécologie, par exemple, eh bien, on sait que c'est la solution, hein, et que euh, le régime qui est soutenu par les 4V, c'est un régime flexitarien, et le système alimentaire qui est soutenu par les 4V, ou inversement, c'est ce que je disais tout à l'heure, polyculture élevage de taille moyenne en agroécologie. Mm. Ouais, puis tu parles des Inuits, mais c'est un bon exemple aussi pour montrer qu'il faut manger ce qu'il y a proche de chez soi aussi. Par exemple, eux, ils se sont adaptés à leur Mm. environnement parce que ils ont su tirer parti de l'alimentation qui est disponible chez eux. Oui. Et finalement, on peut dire, bah, si on n'arrive pas à se nourrir avec ce qui pousse autour de nous ou ce qui vit autour de nous, Mm. bah, c'est pas un endroit où l'être humain est capable de vivre, quoi. Point final. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Ouais, ouais, oui, oui. Bon, après, bon, je sais qu'il y a des travaux qui ont été publiés qui montrent quand même que l'espérance de vie de population, comme on appelle ça, les populations premières, on dit souvent premières ou autochtones, notamment les Inuits, ont une espérance de vie qui est inférieure à l'espérance de vie moyenne canadienne. Donc, même s'ils sont adaptés à l'environnement, il semblerait que de consommer autant de calories animales Mm. ne soit quand même pas un gage de Non, longévité, bien quoi. sûr. Non, Donc, bien sûr. Puis ça veut dire qu'il y a le, peut-être des environnements qui sont peut-être pas faits pour l'être humain. Bon, ah, là, exactement. ça n'engage que moi ce que je viens de dire, mais j'encourage les gens peut-être à aller voir les travaux sur le régime alimentaire de ces populations du nord arctique et de voir si vraiment ils se portent si bien que ça en consommant autant de calories animales par jour. Mm. Non, mais tout à fait. Puis il faut quand même rappeler qu'à la base, l'être humain vient d'Afrique et qu'on s'est répandu sur la planète, mais peut-être dans des endroits où c'était pas vraiment adapté pour nous. Voilà, bon, on arrive à la fin de cet entretien. Donc, est-ce qu'il y aurait un sujet dont on n'a pas parlé et qui te tiendrait à cœur, que tu aurais envie d'aborder? Là, je crois qu'on a Non, on a à peu près tout abordé. Non, moi, ce Ouais. que j'aime bien dire, c'est que le mot-clé, en fait, de cette approche holistique, mais je pense qu'il faut vraiment le rappeler, les sciences de la vie, dont font partie les sciences alimentaires et nutritionnelles, sont d'abord des sciences holistiques, puisque il y a vie quand il y a du lien entre les parties du système. Donc, si je prends un aliment et que je mets à côté la poudre de nutriments qui est la même composition que l'aliment, la poudre, c'est pas la même chose que l'aliment. Donc, on voit bien que s'il n'y a pas les liens, il n'y a pas la vie. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire que le réductionnisme n'est pas utile. On a besoin de l'approche réductionniste, évidemment. Donc, mais le mot-clé, c'est le lien, c'est-à-dire qu'il faut recréer du lien dans l'aliment. Donc, ça veut dire préserver davantage les matrices alimentaires et arrêter ce cracking ou ce fractionnement excessif. Il faut recréer du lien dans les systèmes agricoles, donc plutôt l'agriculture régénératrice, qui justement prend en compte les liens entre les parties du système pour le rendre plus résilient, plus vivant. Voilà, donc pour moi, c'est le mot-clé, c'est le lien. On dit souvent d'ailleurs, de manière d'adage populaire, que le lien, c'est la vie, le lien, c'est la santé, le lien, c'est la résilience.
Donc, on a vraiment besoin de recréer du lien dans les sciences alimentaires et nutritionnelles, mais je pense aussi dans beaucoup d'autres domaines. Ouais, c'est un peu le message que j'aimerais faire passer. Hmm, je suis d'accord. Alors maintenant, quels sont tes projets pour le futur? Bah, on aimerait continuer sur la recherche action, la recherche participative sur le terrain. Mais bon, voilà, il faut de l'argent, il faut trouver de l'argent. C'est pas toujours facile parce que ça demande beaucoup de ressources humaines, donc c'est compliqué à financer. Et puis moi, je vais continuer à travailler sur transformation des aliments et santé globale. Donc voilà, c'est mes deux projets. Et voilà, bah, après, il faut trouver, pour pouvoir travailler aujourd'hui, hein, il faut aller trouver de l'argent, ce qui est quand même une gageure et souvent très difficile. La compétition est rude maintenant dans le milieu académique. Mais bon, on y arrive. Est-ce que tu Ouais. aurais un livre ou une ressource à nous recommander, à part ton livre, sur le sujet dont on a parlé? Bah, il y a La malédiction du cordon bleu, qui est une bande dessinée qui a été écrite par Vrob et dessinée par Vrob, un dessinateur, illustrateur, à partir de mon premier ouvrage, Halte aux aliments ultra transformés. Donc ça peut être quand même intéressant parce que il y a de l'humour et ça parle de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais de manière sous forme de bande dessinée et humoristique. Donc ça, c'est accessible, encore plus accessible au plus grand nombre. Il y a aussi Le Manger vrai de Pamela Ebner, qui est l'application pratico-pratique de notre règle des 3 V sous forme de recettes, de cuisine, d'exemples. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc Manger vrai de Pamela Ebner. Et puis après, bah, pour ceux qui veulent approfondir sur l'aspect purement scientifique, moi, il y a deux bouquins qui m'ont inspiré, deux chercheurs. C'est d'abord, comment il s'appelle donc Georgi Skrinis, qui est australien, qui a écrit Nutritionism, donc le réductionnisme nutritionnel, qui a été traduit en français dans un bouquin qui s'appelle Les dérives de la nutrition. Et puis Colin Campbell, qui est à la retraite aujourd'hui, très âgé, mais qui a écrit un bouquin, alors qui n'a pas été traduit en français, mais qui est un anglais facile de lecture et d'accès, qui s'appelle All, Rethinking the Science of Food. Donc All, pas All A, 2 L, mais All, W-H-O-L, pour dire entier, complet. Voilà, donc ces deux chercheurs m'ont beaucoup inspiré, l'un pour le réductionnisme et le diagnostic réductionniste des sciences de la nutrition, et l'autre pour l'aspect plus holistique. Voilà, et voilà ce que je peux conseiller pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ces bouquins font un diagnostic très, très pertinent, très convaincant sur pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Hmm, génial. Pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé le plus longtemps possible? Bah, je vais revenir toujours à la même chose, c'est-à-dire d'avoir en tête ces 4 dimensions, vivant, vrai, végétal, varié, puis d'essayer de faire au mieux, parce qu'on n'est pas là on n'est pas dogmatique, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Moi, je fais juste part des résultats de recherche, après chacun fait ce qu'il veut, mais peut-être de diffuser cette règle simple, parce que tout le monde peut se l'approprier, et plus les gens auront en tête ces 4 dimensions. Après, l'essentiel, c'est d'avancer dans cette direction, puis de voir ce qu'on peut améliorer. Voilà, parce qu'en France, par exemple, on consomme 2 fois trop de produits animaux par jour. Voilà, en 2015-2016, on était entre 35 et 40% des calories par jour, donc dans le top 10 mondial, donc c'est énorme. Et on mange trop de protéines par jour, 40%, on dépasse de 40% les besoins recommandés, donc on en mange trop. Voilà, donc ça peut être de dire, bah, je mange 6 produits animaux par jour, est-ce que je vais peut-être passer à 5 ou 4? Voilà. Et puis, si je mange 5 produits ultra transformés par jour, est-ce que je peux déjà diminuer à 4 ou 3? Donc, on cherche plutôt à indiquer des directions. Et puis, chacun fait ce qu'il peut, au mieux. Mais si tout le monde y va un petit peu, bah, on va régénérer la planète et la santé. Hmm, génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup Anthony d'avoir trouvé un peu de temps pour répondre à mes questions. Bah, merci pour Euh, l'invitation. je mettrai le lien de ton site en descriptif de l'épisode. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur tes activités, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ou ailleurs? Oui, alors, j'aime bien LinkedIn, hein, parce que c'est le réseau professionnel et puis c'est pas, comment dire, c'est un réseau où les gens ont tendance quand même plutôt à se respecter sur LinkedIn. Donc c'est celui que j'utilise le plus. Après, je suis aussi sur Facebook et Instagram, mais un peu moins. Instagram, c'est plutôt pour les photos parce que je fais de la photographie. Voilà. Et puis après, j'ai un blog personnel que je mets à jour toutes les semaines, donc qui est très à jour, où vous pourrez retrouver
toutes mes interventions, mes travaux, mes productions scientifiques, etc. Ça, c'est sur ton site? AnthonyFardet.com, ouais. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, super. Et bien, écoute, il me reste plus qu'à te dire à bientôt, et puis prends bien soin de toi. Merci, Anthony. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative, donc si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et pour recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.anthonyvio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.